Soudan, c'est ce dimanche soir que les discussions entre le conseil militaire au pouvoir et les leaders de la contestation doivent reprendre après une pause de 72 heures. On en parle dans cette édition. Au Niger, le général Salou Dibo a-t-il des ambitions présidentielles pour 2021? Y a-t-il un pacte secret avec l'actuel président Issoufou Mahamadou pour un retour de l'ascenseur? La question alimente beaucoup les débats à Niamey. Et puis à Madagascar, à moins de 2 semaines des législatives, plus de la moitié des députés à l'Assemblée nationale est soupçonnée d'avoir touché des pots de vin. Leurs noms ont été transmis au parquet dans le cadre d'une lutte anticorruption. Chaque 18 mai, Haïti célèbre son drapeau bleu et rouge créé à cette date en 1803 par l'armée révolutionnaire en retirant le blanc du drapeau de la force coloniale française. Aux côtés du bicolore haïtien, plusieurs manifestants ont manifesté leur colère samedi en arborant des drapeaux russes car ils disent souhaiter l'aide de Vladimir Poutine pour contrer ce qu'ils désignent comme l'ingérence américaine. Les manifestants disent décrier la faim, le chômage, les massacres des gangs. La frustration face aux difficultés économiques a dominé les slogans scandés par les jeunes hommes des quartiers les plus pauvres de Port-au-Prince. On ne peut plus vivre face aux prix qui augmentent chaque jour, ont lancé certains. L'inflation est à 17%. La monnaie nationale n'en finit pas de perdre de la valeur. Depuis son arrivée au pouvoir en février 2017, les manifestants réclament le départ de Jovenel Moïse, mais ils appellent aussi à l'instauration de l'état de droit en Haïti. Depuis l'été 2018, un mouvement citoyen de lutte contre la corruption réclame la transparence dans la gestion du fonds Petro-Caraïbes, un programme d'aide offert à Haïti par le Venezuela depuis 2008. La Cour supérieure des comptes a publié fin janvier un rapport détaillant la gestion calamiteuse de ce fonds et le possible détournement de près de 2 milliards de dollars, évoquant la possible responsabilité d'une quinzaine d'anciens ministres. La reprise des négociations entre le conseil militaire au pouvoir au Soudan et les leaders de la contestation est prévue ce dimanche à 19h GMT. Les discussions devraient se focaliser sur la répartition entre armée et contestation des sièges du conseil souverain ainsi que sur son futur chef. Le dialogue reprend donc après une pause de 72 heures. En effet, l'armée avait suspendu mercredi soir le dialogue avec les meneurs de la contestation en réclamant que soient levées les barricades installées à Khartoum. Des manifestants ont démantelé vendredi les barricades, menaçant de les rétablir si les négociations ne reprenaient pas. Quelques heures avant la reprise des négociations, les leaders de la contestation se sont dit déterminés à ce qu'un civil dirige le futur conseil souverain, institution clé de la transition. Militaires et protestataires s'étaient déjà entendus sur plusieurs points avant la suspension des négociations, notamment la durée de la période de transition et la création d'un parlement composé de 300 personnes dont les 2 tiers seraient issus du camp des leaders de la contestation. La reprise des négociations s'annonce toutefois dans un contexte tendu, au lendemain d'une manifestation d'islamistes qui a rassemblé devant le palais présidentiel des centaines de personnes. Ceux-ci ont rejeté toute future administration civile qui n'utiliserait pas la charia, la loi islamique, comme la source de la législation. Tombeur du président Mamadou Tanja en février 2010, le général de corps d'armée Salou Jibo, commandant à l'époque, aurait-il des ambitions présidentielles? C'est la question qui alimente les débats et la polémique au sein de l'opinion publique nigérienne. Le général a en effet demandé à la hiérarchie militaire de le mettre en retraite d'office sans avancer une quelconque raison. Une décision qui relance les débats sur un prétendu accord secret pour un retour de l'ascenseur signé entre lui et son successeur, l'actuel président de la République Issoufou Mahamadou, que le général aurait aidé à accéder à la magistrature suprême. Accord révélé pour la première fois par le chef de file de l'opposition en exil, Hama Amadou. Pour les partisans de ce dernier, l'histoire lui donne raison. Politiquement, quand Mahama parle, il sait de quoi il parle. Hama l'a dit et nous avons cru
que cette deal-là existe bel et bien entre le général Salou et Issoufou Mamadou. Sinon, comment comprendre un jeune général avec toutes ses étoiles, qu'un beau matin demande sa mise à la retraite s'il n'a pas d'autres ambitions? Il a d'autres ambitions parce que vous connaissez très bien que le Pendestraya est passé maître dans le copiage. La même chose qui s'était déroulée au Mali il y a quelques années avec Adama de Alpha Condé, c'est ce qui est en train de se répéter au Niger. C'est le retour de l'assesseur. Lorsque Mamadou a révélé pour la première fois le deal, l'affaire a fait grand bruit et fait le chou gras de la presse nigérienne, ce qui a suscité une levée de bouclier aussi bien des partisans du général Salou Djibo et du président Issoufou Mamadou et son parti qui avaient balayé d'un revers de la main les allégations du chef de file de l'opposition. Mais le bi-hebdomadaire L'événement a investigué. Pour Aksar Moussa, le directeur de publication du journal, les choses se précisent. Beaucoup de nos sources, nous avons enquêté là-dessus, plusieurs sources font état que c'est le général Salou risque de se présenter à l'élection présidentielle de 2021. Et on peut aussi dire que quels sont les champs de Salou. Il va pas, on sait qu'il a beaucoup épaulé l'actuel président de la République pour qu'il accède au pouvoir. Le parti au pouvoir lui est redevable, il faut le dire clairement. Ce qui est sûr, le général Salou ne va pas à la retraite pour aller être derrière, aller cultiver son champ. Il va certainement se lancer dans la politique parce qu'il a eu l'aval, on peut le dire, de quelques-uns de ses amis politiques qu'il a eu à épauler. Si les ambitions du général se concrétisent et l'accord secret confirmé, cela risque de chambouler la carte politique du Niger et tous les pronostics, alors que le parti du président Issoufou Mahamadou a déjà investi son candidat. Il s'agit de Bazoum Mohamed, ministre de l'Intérieur et président du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Issoufou, beaucoup d'experts l'ont dit, il a des problèmes avec son armée. Et je pense qu'il n'a pas su mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est pour cela, aujourd'hui, on peut dire que l'armée est désintégrée. Vous avez des officiers, de bons officiers qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas au commandement. Vous avez des bons officiers qui sont à la touche. Vous avez un problème aussi au niveau de la formation de nos soldats. Si vous avez vu les soldats qui sont tombés il y a 2 jours de cela à Tongo Tongo sont des éléments de la classe 2017. C'est des jeunes qui ont juste 2 ans d'exercice, 2 ans de service militaire. Donc on ne peut pas vraiment les engager dans un combat de ce genre-là qu'ils étaient partis à la poursuite. Et deuxièmement, on n'a pas tiré les conséquences du massacre, je peux l'appeler ainsi, de Tongo Tongo 1. Parce que, si vous savez, c'est une zone qui est infectée d'éléments terroristes. Toute cette bande-là, on n'a pas su vraiment mener des actions, que ce soit des actions civilo-militaires ou des actions d'envergure militaire pour essayer d'éradiquer le terrorisme qui est le long de cette frontière entre le Niger et le Mali. Et ces terroristes ont leur sanctuaire au Mali, ils traversent la frontière, ils viennent ils attaquent les positions de l'armée nigérienne. Ils vont aujourd'hui en profondeur. Ils sont venus jusqu'à 30 km de Niamey pour poser des actes et repartir. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a pris un terroriste parce que nous, selon nos informations, aucun de ces éléments n'a été appréhendé. C'est ça la question. L'État a abandonné toute cette partie du territoire, que ce soit l'État malien ou l'État nigérien. Il y a un problème aussi d'accès à la justice. Nous avons fait une enquête là-dessus. Et il y a un problème d'accès à la justice, il y a un problème de pauvreté. Et c'est les terroristes qui sont venus remplacer l'État. Oui, c'est pour cela que les populations n'ont plus d'autre choix que d'être complices parce qu'elles se retrouvent à travers ces terroristes qui leur donnent les besoins vitaux et c'est pour cela qu'elles sont de corps avec les terroristes, il faut le dire. Et si vous regardez, ce sont des campements qui sont le long de cette frontière-là et ces campements sont la plupart acquis à ces terroristes et ce sont des hommes en armes à chaque fois qui enterrent leurs armes à chaque fois que quand c'est leur chef, le lieutenant de El Saharawi, quand il a besoin d'eux,
ils déterrent les armes et puis ils viennent, ils combattent aux côtés de ces terroristes-là. Donc, ça serait difficile de les évacuer tant que l'État ne s'implante pas dans cette zone. Un problème de coordination au sein de ces forces-là étrangères et nigériennes. Il y a un problème de coordination, il y a un problème aussi de confiance entre certains partenaires et surtout nos armées. Donc, aussi, elles ont misé plus sur le renseignement technique avec les drones. Mais non, ce qu'il faut faire, ce qui peut vraiment aider dans cette zone-là, c'est le renseignement humain. Il faut être parmi les populations, comprendre pourquoi certains jeunes ont pris les armes, parce que les jeunes n'ont pas d'emploi, pourquoi elles sont avec le terrorisme. Tout ça, il faut capitaliser ça avant vraiment de venir. Ce n'est pas la force qui va régler le problème. Et ces armées-là, quelque part, c'est comme si elles sont inexistantes. Et c'est pour cela beaucoup se posent la question quelle est leur utilité et vraiment posent la question de l'utilité des bases étrangères au Niger. Les responsables de cyberattaques menées depuis l'extérieur de l'Union européenne seront désormais sanctionnés. Pour la première fois de l'histoire, ces individus seront mis sur une liste noire et frappés de mesures restrictives comme par exemple l'interdiction de voyager vers l'UE et le gel des avoirs. L'objectif de ce régime de sanctions qui interdit aussi aux personnes et aux entités de l'UE de mettre des fonds à la disposition de ces individus est de briser le sentiment d'impunité des organisateurs de telles attaques aux effets économiques parfois dévastateurs et qui font peser un risque de conflit. Il intervient dans un contexte où les Européens ont à plusieurs reprises dénoncé des attaques menées depuis la Russie, la Chine, la Corée du Nord ou encore l'Iran. Mais aucun pays en particulier n'a été pour le moment désigné à l'annonce de la décision de l'UE. Notons que par le passé, l'Union européenne a créé de nombreuses listes noires, instruments mis au service de sa politique extérieure. Plusieurs personnalités proches du président russe Vladimir Poutine figurent au nombre des 164 Russes et Ukrainiens inscrits sur une telle liste créée par l'UE après l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie. Les sanctions sont les mêmes que celles prévues pour les auteurs de cyberattaques. 79 députés malgaches sont concernés par cette affaire. Leur dossier a été transmis au pôle anticorruption en début de cette semaine. Ce, après un an d'enquête et d'instruction. L'étape suivante sera d'entamer la phase de poursuite des accusés. Le parquet doit désormais l'examiner et se prononcer sur l'inculpation de tout ou partie des élus mis en cause. En effet, l'affaire avait éclaté en 2018 après le dépôt par des députés fidèles au président de l'époque, Harry, de projets de loi visant à réformer la loi électorale, quelques mois seulement avant le scrutin présidentiel. Ces textes avaient suscité l'ire de deux ex-présidents, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, qui avaient accusé le chef de l'État de vouloir modifier les règles du jeu en sa faveur. L'opposition avait accusé des députés d'avoir reçu chacun 12 500 € en échange de leur promesse de voter les textes. C'était lors d'une réunion secrète dans un grand hôtel de la banlieue de la capitale, Antananarive. Le bureau malgache, chargé de la lutte anticorruption, Bianco, avait ensuite ouvert une enquête sur ces allégations visant les 79 députés qui ont approuvé la réforme électorale. Si ces élus, tous issus de la mouvance de Harry, sont inculpés puis jugés, ils risquent des peines de 2 à 5 ans de prison pour avoir perçu des rémunérations injustifiées dans l'exercice de leurs fonctions. Seule une poignée d'entre eux brille un nouveau mandat parlementaire aux élections du 27 mai. Rappelons que le président Harry avait été battu dès le premier tour de l'élection présidentielle organisée fin 2018 et remportée par Rajoelina devant Ravalomanana.